Salut à tous, ici Pichonto et bienvenue dans NoClip Files épisode 3.5. L'épisode bonus qui reprend les anciens sujets pour pas qu'ils soient expliqués dans mes vieilles vidéos qui puent la merde. Comment allez-vous? Je suis ravi d'apprendre. Moi perso, je vais bien. Mais bon, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, je vais vous balancer beaucoup de trucs à la gueule, donc sans plus attendre, c'est parti! Nous sommes le 12 mai 2019 sur 4chan. La majorité des utilisateurs sont en train de s'amuser en disant des trucs pas très gentils, mais un utilisateur s'apprête à écrire un texte qui va lancer un de mes trucs préférés. Si vous ne faites pas attention et que vous nous clippez hors de la réalité dans les mauvais endroits, vous arriverez dans les backrooms. Là où il n'y a rien d'autre que l'odeur nauséabonde des tapis humides, une folie mono-jaune, des bourdonnements sans fin des lumières qui sont au maximum de leur capacité, et à peu près 600 millions de mètres carrés de pièces vides et segmentées de façon incompréhensible. Que Dieu vous sauve si vous entendez quelque chose rôder pas loin, car une chose est sûre, cette chose vous a entendu aussi. Cette creepypasta était accompagnée de 7 images, et comme vous pouvez le deviner, elle a très vite gagné en popularité. Quelques personnes s'en sont donc emparées pour étendre son univers car le concept était très simpliste, mais il avait beaucoup de potentiel. On a par exemple Ken Pixels avec sa série qui est très cool, mais on a aussi tous les gens sur Wikidot. Et c'est sur cette facette-là qu'on va se concentrer la plupart du temps. Même si c'est vrai que des fois je vais parler de certaines choses du fandom Wiki. Enfin, ce qu'il en reste en tout cas. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que NoClipper, c'est en gros quand il y a un bug dans un jeu vidéo qui fait passer un personnage à travers les murs, le sol ou un autre personnage. Ça peut aussi être une fonctionnalité dans le jeu en lui-même, mais c'est très souvent un bug. Bref, tant que j'y suis, je vais vous expliquer 2-3 trucs assez importants. Déjà, dans les backrooms, il n'y a pas d'eau. Enfin, il y en a, mais elle est assez différente de la nôtre. Dans les backrooms, on a de l'eau d'amande. Pour vous la faire courte, car c'est assez long, dans les backrooms, on peut trouver des bouteilles remplies d'un liquide qui ressemble à de l'eau, qui a la même texture que de l'eau, et qui hydrate comme de l'eau. Sauf que ça a un goût légèrement sucré avec une petite pointe d'amande. Il y a plusieurs types de bouteilles d'eau d'amande, celle que je viens de décrire c'est la grise, et pour l'instant on va juste se concentrer sur celle-là car c'est le type basique, mais bien sûr je reviendrai sur ce sujet plus tard pour en parler en profondeur. Autre truc très important, les backrooms sont séparés en plusieurs niveaux que je vais appeler levels, parce que je speak un peu en English. La majorité ont des nombres positifs et entiers, mais certains ont des négatifs, certains ont des décimaux, et certains ont juste pas de nombre et un symbole à la place. Aussi, les classes, vous risquez d'en entendre parler. Et pour vous faire une explication très rapide, classe 0 il n'y a pas d'entité et c'est vivable, classe 1 il y a très peu d'entités et c'est toujours vivable, classe 2 il y a peu d'entités et c'est moins vivable, classe 3 il y a un nombre modéré d'entités et c'est encore moins vivable, classe 4 il y a une quantité considérable d'entités et c'est à peine vivable, et classe 5 c'est la fête, une infestation d'entités et vivre dedans c'est la mort assurée. Pour finir, comme vous pouvez le voir dans cette série, j'utilise un interface pour rendre la vidéo un peu plus jolie. Alors bon, je vais pas vous expliquer certains trucs parce que c'est simple, comme par exemple le nom des levels et des classes qui sont affichés, mais par contre, je vais vous expliquer certaines choses. Le panel d'image à gauche montre la même image en continu. C'est très souvent la première image qui figure sur la page wiki du sujet. Pour ce qui est du panel à droite, celui-ci montre des images des choses dont je parle. Par exemple, j'aime les saucisses. Voilà, c'est rigolo, hein? Bref. Le petit logo à côté du nom de code du level ou de l'entité, c'est la source. Le logo comme ça, c'est pour dire que ça vient du Wikidot. Le logo comme ça, c'est pour dire que ça vient du fandom wiki. Et le logo comme ça, c'est pour dire que ça vient de mon serveur Discord. Puis après, il y a les crédits. En bas, c'est pour la musique de fond. Et sur les panels, c'est pour les artistes ou photographes qui ont fait la photo. Je fais beaucoup d'efforts pour chercher qui a fait quoi, donc si vous voyez que dans les crédits, il y a écrit inconnu, sachez que j'ai fait tout mon possible pour rechercher l'auteur, mais j'ai rien trouvé. Bien sûr, ça vous empêche pas de me dire en commentaire qui a fait quoi si je trouve pas. Je noterai dans mon commentaire épinglé, je vous créditerai. Bon bah, je crois que j'ai tout expliqué. Maintenant, imaginez que vous êtes en train de marcher dans la rue, pour aller acheter une bonne baguette, et vous passez à côté d'un mur qui semble buggé. Vous en approchez pour un peu investiguer, puis quand vous le touchez, vous vous retrouvez transporté dans... Le level 0 est un level de classe 1. Niveau apparence, c'est juste un tas de salles collées ensemble de façon incohérente. Le papier peint est jaune pisse, la moquette est marron clair et très humide, et le plafond est quasiment de la même couleur que les murs. Comme vous pouvez le voir sur l'image, ou pas, les murs ont tous des papiers peints différents. Certains ont un motif de petits points, certains ont un motif de flèches qui pointent vers le haut, certains ont un motif de ligne verticale. Les lumières de ce level sont constamment à puissance maximale, et croyez-moi, ça peut s'entendre. Ouais, ça s'entend bien. Bref, pour ce qui est des spécificités de ce level, bah déjà il est pas linéaire du tout. Ce que je veux dire c'est que, par exemple, si vous marchez dans une ligne de droite pendant assez longtemps, vous pouvez retourner à votre point de départ.
Puis, si vous essayez de revenir sur vos pas, vous allez vous retrouver dans des pièces complètement différentes de celles que vous avez traversées. De ce fait, le level 0 est impossible à cartographier. On va dire, même utiliser une boussole ou un GPS ne peut pas vous aider. Vous pouvez juste errer et espérer tomber sur quelqu'un qui va vous aider. Sauf que la blague, c'est que vous pouvez pas en fait. Ce level, malgré le fait qu'il est dans la classe 1, contient aucun signe de vie. Même pas un insecte ou une entité, juste s'il est vide. Et c'est pas à cause de la taille, non, c'est juste qu'une de ces spécificités vous empêche de croiser qui que ce soit, ou même quoi que ce soit, peu importe où vous êtes. Sauf dans un seul endroit, la Manila Room, en français la pièce manie. Mais avant que je vous en parle, faut que je finisse de parler du level 0. Une autre propriété de ce level, c'est le fait qu'il est très facile d'avoir des hallucinations dedans. Vous pouvez voir des insectes crouler sous les papiers peints dans votre vision périphérique, vous pouvez trouver des portes ou des escaliers qui n'existent pas, vous pouvez même entendre des voix au loin qui disent des trucs dans un langage inconnu. Bien sûr, c'est pas les seules hallucinations que vous pouvez avoir, j'ai juste mentionné quelques-unes dans la liste. Même si il se peut que un peu plus tôt, j'ai fait une référence à une autre hallucination que vous pouvez avoir. Mais bon, ce sera à vous de trouver. Et pour conclure l'explication du level 0, deux choses qui sont petites mais un peu importantes à noter. Je crois. Déjà, le taux de CO2 augmente dans le level 0, ce qui montre que même dans une autre dimension, la pollution fait quand même des ravages. Et aussi des fois vous pouvez trouver des pièces peu éclairées et rouge sang. C'est très conseillé de rester le plus loin possible de ces pièces car elles vous mèneront dans une version rouge sang du level 0 nommée les Red Rooms. Cette version du level 0 n'a aucune sortie et a une quantité notable de moisissures noires. Si vous savez pas ce que c'est, juste faites une recherche Google, putain, je suis pas un prof de SVT moi. Oh. Bref, la moquette pue aussi le cuivre et le bourdonnement des lumières est encore plus bruyant et silenant que celui du level 0 classique. À part ça, les Red Rooms sont pareils que le level 0, il n'y a pas un signe de vie et c'est pas linéaire. Bon, passons maintenant à la Manila Room. C'est la seule pièce du level 0 où on peut trouver d'autres humains. Elle peut avoir de 1 à 4 entrées et elle a un papier peint qui a une couleur un peu beige, comme du papier de manie. D'où son nom. Dans la Manila Room, on peut trouver une table et une chaise. Ce qui nous intéresse ici, c'est la table, parce que déjà, j'adore les tables, et aussi, il y a un document de la plus haute importance dessus. Un document écrit par le Major Explorer Group, en français, le groupe majeur d'explorateurs. Même si je vais juste les appeler le mec pour faire court. On va pas s'attarder sur eux car ils deviennent vraiment importants à partir du level 1, mais pour vous expliquer le contenu du document, c'est un petit guide qui vous explique les 5 premiers levels d'Eva-Cruise avec 2 autres levels. Vous avez un petit résumé de l'apparence et de quoi faire si vous vous retrouvez dedans. Un autre truc qui est important à noter avec la Manila Room, c'est que s'il n'y a personne dedans, elle va être très difficile à trouver à cause de la non-linéarité du level 0. Mais s'il y a au moins une personne dedans, elle va rester au même endroit où ce mec l'a trouvé. Quoi d'autre? Ah oui, sur le wiki, la Manila Room est de classe 0. Mais même s'il n'y a pas d'entité de ce qu'on sache, certaines personnes ont déjà entendu des bruits de fracas venant des murs. Et vu comment les murs de cette pièce sont très épais, il se peut qu'il y ait possiblement peut-être une entité coincée à l'intérieur. Mais hé, ce n'est qu'une théorie. Une théorie. Bon, passons aux entrées et aux sorties. Pour entrer dans le level 0, vous pouvez nous clipper dans notre monde, les front rooms. Mais vous pouvez aussi passer par le level 283 en empruntant des portes en bois qui puent la moisissure. Pour sortir, c'est très simple, no clipper, et quand vous le ferez, vous serez transporté dans... Et je te coupe quelques secondes le mois du passé, ici fond du montage bien sûr, pour dire que... pour dire aux gens qui regardent... Putain, j'ai pas de texte. Ouais, du coup, les gens qui regardent, si vous avez aimé là, le panel d'image à droite, où genre je mets plein de conneries et tout, je vais devoir un tout petit peu me calmer, parce que j'avais pas imaginé que ça allait autant défoncer mes performances. Genre vraiment là, mon PC, j'ai juste fait 3 sections pour l'instant, mais mon PC il est en train de crever. Vraiment il en peut plus. Donc ouais, je pense que je vais retourner avec... Enfin, je vais retourner au système genre l'AFP font réaction. Et voilà, c'est tout. Donc maintenant... Le level 1 est un level de classe 1. Niveau apparence, il ressemble à un mix entre un parking souterrain et un entrepôt. Là où le level 0 avait au moins d'une couleur, celui-là c'est tout l'inverse, il est presque totalement gris. Il est vrai qu'il y a certains endroits où il y a des murs blancs, mais sinon la majorité du lieu c'est du béton gris et rien d'autre. Il y a aussi un brouillard bas qui se transforme en condensation des fois. C'est pour ça qu'il y a autant de flaques dedans le level. Après j'imagine qu'il y a aussi 2-3 craquettes qui pissent par terre, mais bon c'est pas eux la source principale de ces flaques d'eau.
Bref, contrairement au level 0, ce level a une quantité constante d'eau et d'électricité, ce qui permet aux plus courageux d'y vivre en faisant quand même gaffe. Les pièces de cet endroit sont aussi plus vastes et variées, t'as des couloirs, des pièces isolées, des vrais escaliers et même des vraies portes. Waouh! Il y a aussi un peu plus de déco et de trucs en général. Genre par exemple sur le mur t'as des peintures qui sont... Je sais pas si j'aurais rire ou pleurer là. Ces peintures aiment bien changer quand on les regarde pas ou quand un certain événement se produit. Mais comme pour la Manila Room, je garde ça pour un peu plus tard. Bref, il y a aussi des caisses en bois qui apparaissent un peu partout dans le level. Elles peuvent contenir des trucs utiles comme des bouteilles d'eau d'amande, de la bouffe ou des trucs médicaux. Mais elles peuvent aussi contenir des trucs étranges comme des bouts de voiture, des souris dans un état catatonique car elles ont été injectées par une substance inconnue. Sûrement de la coke. On peut aussi trouver des lacets, des cheveux. Mais pourquoi aller en Turquie quand le level 1 a déjà tout ce qu'il faut? Ah oui c'est vrai, à cause du truc que j'ai mentionné vite fait juste avant et que j'ai remis plus tard. Du coup, l'événement, qu'est-ce donc? Bah en gros des fois de façon aléatoire les lumières vont s'éteindre. Ce qui va faire disparaître plein d'objets dans le level. Ça fait aussi changer les peintures et ça remplit les caisses. Mais y a pas que ça. Sinon ce serait trop simple. Si vous étiez seul dans une pièce avant que les lumières s'éteignent, il y a de très grandes chances que quand elles se rallumeront, vous ne serez plus vraiment seul. En effet, quand les lumières se rallument, ça fait apparaître des entités hostiles. Même si, heureusement, ces entités attaquent très rarement en groupe et essayent d'éviter la lumière et les groupes d'humains. Donc, si une entité apparaît devant vous, soit vous lui foutez une bonne grosse droite dans les côtes, soit vous lui foutez un joli coup de flash. Bon, maintenant que tous les gens qui regardaient cette vidéo le soir me détestent, je vais pouvoir continuer. Du coup, pour éviter que vos objets disparaissent, il suffit juste de les tenir en main. Après c'est sûrement dur de faire ça avec une lampe torche, une bouteille et de la bouffe en même temps. Et bon, parfois dans la vie, hein, faut faire des sacrifices. Hein. Maintenant, on passe non pas aux entrées et aux sorties, mais aux bases, aux avant-postes et aux communautés qui résident dans ce level. Pour commencer, on a la base alpha du Meg. C'est la première base du Meg et elle se trouve proche du début du level 1. Elle est très sécurisée, et en plus la moitié des équipes du groupe sont là-bas. Cette base sert aussi à donner un endroit où vivre pour les membres du groupe. Et elle sert à donner des vivres à des avant-postes qui sont partagés avec le BNTG. Et avant que je vous explique c'est quoi le BNTG, j'explique rapido c'est quoi le MEG. Le MEG est un groupe qui, à ses débuts en 2012, était juste un avant-poste d'exploration. Mais en 2 ans, c'est devenu un groupe qui n'a pas arrêté d'élargir ses rangs de jour en jour. Leur mission, s'assurer que les gens dans les backrooms ne soient pas en danger à cause des entités, des pièges ou même des factions ennemies. Pour que leur mission se déroule bien, ils mobilisent des équipes un peu partout dans les backrooms, comme par exemple la team Carl, la team Nari, la team Michel et pas Michael, attention, une grosse différence, et bien plus encore. Le mec est aussi très sympa et est prêt à recruter des gens dans leurs équipes, même si d'abord, vous devez passer par la case Volunteer Squad, en français, les squads des bénévoles, avant d'intégrer une vraie équipe. Bon, comme vous pouvez l'imaginer, ces gars-là ont un lore de taré, mais si je m'attarde dessus, on en a encore pour une bonne demi-heure, je pense. Donc on va passer à la suite, mais vous inquiétez pas, je vous parlerai d'une lore une autre fois. Bref, où est-ce que j'en étais? Ah oui c'est vrai, le BNTG. Qu'est-ce que c'est? Bah pour vous la faire courte, le Backrooms Non-Aligned Trade Group, en français le groupe commercial non aligné des Backrooms, quoi que ça veut dire, c'est en gros une ancienne équipe du MEG qui est devenue indépendante et qui a formé sa propre faction pour vendre des trucs ou faire des échanges d'objets. Du coup, leur base dans le level 1, c'est quoi? Bah c'est pas une base, c'est une ville tout entière nommée le Trader's Keep, en français, le donjon des commerçants. Peut-être, je sais pas, bref. Là-bas, on peut trouver un commissariat, une station de pompiers, un endroit où on peut bouffer et plein d'autres trucs. Même si l'endroit le plus important pour le BNTG, c'est le Trader's Vault, en français, le coffre-fort des marchands. C'est en gros l'endroit qui contient tous les stocks du BNTG. Niveau apparence, c'est un grand couloir avec plein de pièces de stockage différentes sur les côtés. Les portes qui mènent ressemblent à des portes de garage, ce qui n'est pas mon type de porte préférée, mais bon, dans tous les cas, s'il y a une chose que vous devez retenir sur le BNTG, c'est qu'ils sont une sorte de mélange entre un marchand ambulant dans Minecraft et un serveur de GTA Online. Et comme dernière base pour l'instant, on a Tom's Diner, en français le resto de Tom. Et c'est, comme vous l'avez deviné, un restaurant géré par Tom, un type qui était un chef cuistot avant de nous clipper et de se retrouver dans les backrooms. Et malgré sa situation, Tom reste aimable et optimiste. Et en plus, le BNTG lui fournit des stocks assez régulièrement. Donc franchement, c'est un endroit assez cool. Avant de passer aux entrées et aux sorties, je vais rapidement passer sur les documents qui ont été retrouvés par-ci par-là dans le level. Pour commencer, on a... L'artiste vit en moi, l'artiste meurt en moi. Assez étrange et cryptique, mais le truc intéressant c'est que les 2 images sur la page du level 1 sont nommées après ce document. Celle-ci c'est The Artist Lives in Me. Et celle-là c'est The Artist Dies in Me.
J'ai aucune idée de la corrélation entre ces deux éléments. Peut-être que ça suggère que le mec qui a écrit ce document, c'est le même qui a pris les photos. Je sais pas. Sinon, comme autre document, on a le charmant... Ne voulez-vous pas rester pour la préfecte? Avec un mignon petit smiley. Vous comprendrez bientôt ce que ça veut dire. Puis on a... Brûlez mon putain de corps. Puis... L'oiseau bleu vous fait signe. Il vous calme. Vous vous sentirez en sécurité ici. Mais encore... Regardez l'horloge. La dernière prophétie approche. Et le meilleur pour la fin... La Dame Noire sur H5. Et... Échec et mat. Qui a bien évidemment été écrit par mon entité préférée d'Eva Crooms. Regardez Noclip Files 3 pour comprendre. Bon, maintenant il est temps de passer aux entrées et aux sorties. C'est pas trop tôt. Du coup, pour entrer dans ce level, vous pouvez en premier lieu noclipper dans le level 0. Vous pouvez aussi passer par le level 92, le level 94, et aussi vous pouvez emprunter des portes ordinaires dans un tas de levels qui sont pas notés sur le wiki. Bref, pour sortir, vous pouvez marcher pendant assez longtemps dans certains couloirs, ce qui vous mènera dans le level 2, et vous pouvez entrer dans des trous dans les murs pour arriver dans le level 19. Bon, je crois que j'ai tout dit. Là, normalement, j'ai tout un autre truc dans mon script à lire, mais franchement, pas trop envie parce que c'est une introduction pour un level qui n'en mérite pas. Donc du coup, bah, je vais juste passer à la suite comme un gros dégueulasse. Donc, let's go! Le level point d'exclamation est un level de classe 5. C'est pas vraiment un endroit où vous voulez être, mais bon, maintenant c'est un peu trop tard. Bref, quand vous arrivez dans le level, et bah vous n'êtes pas dans un couloir d'hôpital. Voilà. Du coup, bah, vous êtes dans une pièce de 58 mètres carrés. Les murs, le sol et le plafond sont faits d'un métal qui reflète très bien la lumière. D'ailleurs, en parlant de lumière, la pièce est faiblement éclairée par une lueur rouge qui vient de nulle part. Les murs sont d'ailleurs vides, ce qui est une information très importante. Et aussi, il y a apparemment déjà eu des tentatives de les briser, mais ça n'a jamais marché. Puis juste après, on nous explique que c'est probablement possible de les briser avec des explosifs. Ce qui laisse à suggérer qu'ils ont tenté de briser les murs avec tout sauf ça. Vous pensez qu'ils y sont allés à main nue en pensant que s'ils tapaient le mur pendant 25 secondes d'affilée, ça allait marcher? Ouais. D'ailleurs, dans la pièce, on a deux portes qui sont à l'opposé de l'une de l'autre. L'une de ces portes vous mènera au fameux couloir du level, tandis que l'autre est verrouillée et renferme des entités qui veulent vous faire des choses. Ces entités sont d'ailleurs tellement déterminées à vous donner des backshots inoubliables que dès que vous arriverez dans le level, elles vont commencer à tambouriner la porte jusqu'à la briser. Si vous êtes chanceux, ça leur prend 30 secondes, sinon ça leur prend 10 secondes. Donc bah, vous avez pas vraiment le choix. Enfin, si, mais l'un peut potentiellement rallonger votre espérance de vie, tandis que l'autre, ça va être un gangbang, sauf que au lieu de vous amuser, vous allez souffrir. Donc je vois pas vraiment l'intérêt. Bref, vous êtes maintenant au milieu d'un grand couloir d'hôpital vide et complètement normal avec des panneaux sortis au plafond. Vous pouvez soit aller à gauche, soit aller à droite, mais ça change rien car dans tous les cas votre objectif est le même. Courir et prier parce que les entités ont enfin détruit la porte. Ce qui veut dire que maintenant elles sont à vous tous. Le couloir fait à peu près 10 km de longueur, même si on n'est pas vraiment sûr vu que c'est impossible de vraiment le mesurer le level pour des raisons assez évidentes. Et aussi des fois il y a des zombies qui apparaissent et qui se baladent et... Écoutez, si vous me trouvez ennuyeux dans les prochaines minutes, c'est parce que lire cette page ça m'amuse pas en fait. Et bon, j'en parlerai dans le classement et croyez-moi, je vais mais le réduire en pièces ce level. Du coup, les ombres, elles existent, le couloir, il est grand, les entités veulent vous soulever, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah en plein milieu de la course, le couloir va devenir tout rouge et vous allez entendre des alarmes. Aussi des fois vous pouvez trouver des objets pour vous aider dans la course, vous avez de l'eau d'amande et des barres de céréales énergisantes. Trademark. Et ces objets peuvent être trouvés sur des lits ou des chaises. Pour ce qui est des entités qui vous pourchassent, on a des Hounds, des Skin Stealers, des Smilers, des Lighters et plein d'autres entités. Quoi d'autre? Ah oui, il y a des portes sur les côtés du couloir. La majorité d'entre elles sont verrouillées, mais certaines peuvent vous mener dans une pièce vide. Il y a aussi des virages dans le couloir qui sont rares et tous séparés par quelques kilomètres de distance. Et voilà, c'est un peu tout ce qu'il y a qui est vraiment important. Et après, on a aussi le fait que les entités s'adaptent à votre allure, sauf que si vous allez assez loin, elles ralentissent. Ok. Et aussi, plus vous allez loin et moins il y a de panneaux de sortie au plafond. Non mais ça se sent que je m'épanouis là. Non mais vraiment, mais c'est... Vraiment j'ai des choses à dire là. Mais je me retiens. Bref, passons aux événements. Mais je vais juste mentionner quelques-uns parce que sinon je vais me mettre à hurler comme un malade et à courir tout nu. Du coup, dans le level, t'as des portes qui enferment des entités qui, si tu passes à côté de la porte, explosent la porte pour t'embuscagasser. Wouh! Ça c'est une phrase. Bref, on a aussi l'événement X, celui où dès que t'arrives à la porte de sortie du level, bah ça te renvoie au début et ça remplace les entités par un gros tas de merde immortelle. Miam miam!
On a aussi le checkpoint, qui est une pièce trouvable aléatoirement et qui permet de reprendre son souffle vu que les entités peuvent pas y entrer. Qu'est-ce qui les empêche de camper à l'extérieur de la porte et de vous accueillir comme ça? Mais putain, mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Tout ce que je sais, c'est que si tu restes dans la pièce pendant 3 heures, les murs vont t'écraser lentement. Il y a plein d'autres événements, mais si je m'attarde dessus, on va plus se faire chier qu'un repas de Taco Bell à 3h30 du matin un lundi. Donc on va passer aux entrées et aux sorties parce que putain, mais j'en peux plus! Alors, pour les entrées, vous pouvez no-clipper dans n'importe quel niveau et vous retrouver ici de façon aléatoire. Mais vous pouvez aussi utiliser des ascenseurs défectueux dans des levels instables, no-clipper en dessous de la table du level 521, qui a un point d'exclamation dessiné dessus, et vous pouvez aussi y aller si une certaine pensée vous arrive à l'esprit dans le level 354, etc. etc. Pour les sorties, vous pouvez atteindre la fin du couloir et utiliser la sortie pour vous retrouver dans un level au pif ou dans les front rooms. Vous pouvez aussi vous cacher dans un casier. Quel casier? Bah écoute mon cher Titou, cette page est l'une des choses les plus affables que j'ai été obligé de lire. Donc si tu pouvais te taire et me laisser finir, je serais très reconnaissant. Bref, du coup, si vous vous cachez dans un casier et que les entités vous passent devant car elles sont complètement débiles, vous serez amené dans le level You cheated, someone is coming. Vous pouvez aussi mourir, ce qui vous amènera dans un level au pif dans une certaine liste. L'un de ces levels c'est le level 0, donc il n'y a pas vraiment tant de conséquences que ça. Et pour finir, des fois il y a certaines portes sur les côtés qui sont ouvertes, et si elles suivent un certain critère, elles vous amèneront dans le level point d'exclamation tiré point d'exclamation, ou d'autres levels, mais ça on s'en branle. Bref, du coup le calvaire est terminé. Maintenant, imaginez que vous êtes sorti de ce level affreux et que vous vous retrouvez dans le level 10. Vous le connaissez pas vraiment, donc vous vous baladez, puis soudainement, vous voyez un grand bateau sur le sol. Bien sûr, vu que vous avez un instinct de survie inexistant, vous montez à bord, et vous vous retrouvez dans... Bienvenue dans le level 26, un level de classe fun. Je vous expliquerai plus tard ce que ça veut dire. Sachez juste que c'est un endroit très festif et heureux. Niveau apparence, on a l'extérieur et l'intérieur. On va commencer par l'extérieur. C'est un très grand bateau sur de l'eau. Et quand je dis un grand bateau, je ne rigole pas. Il est presque aussi gros que le Titanic. La différence, c'est qu'il sait pas manger d'iceberg celui-là. Pour l'instant. D'ailleurs, son nom c'est l'Aventure. Même si on va continuer à l'appeler bateau pour que ce soit plus clair. Bref, vous vous demandez sûrement comment il navigue ce bateau. Hein? Non? Si, tu te demandes comment il navigue. Du coup, pour naviguer, il nous clip un peu partout avec l'aide de son meilleur ami, le brouillard vert. Pour ce qui est de ce qu'il y a sur le bateau en lui-même, mais toujours à l'extérieur, alors il y a un restaurant, une piscine, et il y a même des déchets et des restes de gâteaux bien sûr. Haha, comme on s'amuse ici. On a aussi des restes de boissons non identifiées qui sont rouges et épaisses. Ah là là, les gens sur le bateau sont si mal éduqués. Enfin bon, je suis sûr que l'intérieur est beaucoup mieux. Avant que je passe ça par contre, j'aurais peut-être vous expliquer la classe fun un peu plus en détail. Car, voyez-vous, je me fous de votre gueule depuis le début. Bienvenue dans le level fun, un level de classe 5 et l'un des endroits les plus dangereux des backrooms. Bien sûr, j'ai pas menti sur l'extérieur, à part sur la nature des déchets, mais bon, ça vous le saviez déjà, pas vrai? Du coup, l'intérieur du bateau consiste en une infinité de couloirs et de salles de fête peuplées par une quantité astronomique d'instances de l'entité 67. Je parlerai de plus tard. Niveau apparence, chaque salle de fête est différente. Certaines sont assez basiques, ayant des murs colorés et des décorations assez standards, tandis que d'autres ont un thème. Ça peut être un film, une série télé ou même un jeu. Dans tous les cas, une chose est sûre, vous allez entendre beaucoup de pleurs et de cris, que ce soit dans la salle où vous vous trouvez ou même au loin. Parfois ce sera même vous qui hurlera au pleurs. Certaines salles ont aussi des pièges, c'est pas précisé comment ils marchent, tout ce qu'on sait c'est que ces pièges sont cachés dans certaines décorations et certains cadeaux. Et aussi certaines salles qui ont des sortes de blocs opératoires un peu cauchemardesques. Les instances de l'entité 67 s'en servent beaucoup pour découper les gens qui les attrapent et les transformer en petit gars. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment on accède à l'intérieur, déjà, non, vous ne voulez pas savoir, mais du coup, il faut passer par un ascenseur sur le bateau. Une fois cela fait, l'ascenseur vous amènera au cœur des ponts inférieurs et s'ouvrira sur plusieurs couloirs qui se ramifient vers chaque point cardinal. Bien sûr, comme si tout ça c'était pas suffisant, il y a là aussi beaucoup de déchets par terre. Surtout des restes humains que vous allez bientôt rejoindre, mais il y a sûrement d'autres trucs. Pour ce qui est des bases et des avant-postes, bah, il n'y en a pas. Ce level est tellement dangereux qu'il est carrément impossible de créer des endroits sécurisés dedans. Même si bon, quand t'as un tas de gens qui y sont allés et que 2 ou 3 en sont revenus, c'est pas tant surprenant que ça. Hein. Il est aussi théorisé par un mec qui s'appelle Deacon Duncan que l'intérieur du level est influencé par les instances de l'entité 67, qui pourrait expliquer son infinité et ses pièces variées. Car si une pièce s'ajoute à chaque fois qu'un de ces connards l'imagine, c'est vrai qu'on pourrait croire que le level est infini. Enfin, c'est ce que j'ai compris de la théorie, hein, parce que le mec il parle d'un phénomène, ensuite il dit que c'est une force supérieure qui change l'apparence du level,
Juste après, c'est dit que c'est peut-être influencé par les instances de l'entité 67, donc franchement, mais... moi je sais pas, hein, j'ai fait de mon mieux. Bref, pour ce qui est des entrées et des sorties, c'est très simple. Il y en a beaucoup. Non, c'est vrai, je vais pas faire comme la dernière fois avec le level 2, je vais juste en nommer quelques-unes. Du coup, dans la liste des levels où le bateau se manifeste sur la mer, on a le level 134, le level 180, le level 230 et un tas d'autres. Et pour ce qui est des levels où le bateau se manifeste sur la terre ferme, on a le level 10, le level 121, le level 169 et encore une fois, un tas d'autres. Ça c'est pour les entrées où vous montez directement sur le bateau. Sinon vous pouvez toucher des objets festifs comme des ballons, des décorations, même des chapeaux de fête. Si vous êtes assez chanceux, ça vous fera no clipper, vous arriverez ici. Même si dire qu'il faut être chanceux pour y arriver, bah faut plutôt être malchanceux à ce stade. Sinon, vous pouvez toucher ce poster pour y aller. Vous voulez pas y aller, donc ne le faites pas. Pour ce qui est des sorties, soit vous passez par-dessus bord, soit vous touchez ce poster juste là. Ça vous enverra dans le level 4. Du coup, on en a à peu près fini avec ce level. Il est donc temps de passer aux entités de la vidéo, en commençant avec celle dont on n'arrête pas de parler depuis tout à l'heure pour pas trop vous faire attendre. Voici les partygoers, en français les fêtards. Bon, je vais pas faire genre « Oh oui, ils sont trop gentils !» parce que c'est évident qu'ils sont pas gentils, ils embrassent littéralement des putains de l'emploi. Bref, comme vous pouvez le voir sur l'image, les partygoers ont une tête et des jambes assez rectangulaires ou carrées. Même si leurs têtes ont au moins le mérite d'avoir des coins assez arrondis. Au moins on va pas se bouffer 494 TikTok ou un partygoer sur le fait qu'ils ressemblent pas à un bloc de Minecraft. Pour ce qui est de leur visage, c'est un sourire constant. Pas forcément parce qu'ils sont contents, mais parce que ce visage, entre guillemets, est en quelque sorte gravé dans leur tête. Ou plutôt taillé. C'est sûrement pour ça d'ailleurs qu'il est rouge. C'est probablement leur chair ou leur sang qu'on voit. D'ailleurs, pour ce qui est de leur peau, elle a une texture similaire à du cuir. Même si elle est jaune sur l'image, en vérité les partygoers peuvent être de toutes les couleurs. Il y en a qui sont rouges, bleus, verts ou même blancs. Même si ceux-là sont plus rares que les jaunes. Ensuite, leurs bras. Comme j'ai dit plus tôt, ils sont très similaires à des lamproies. Même si le wiki semble vaguement indiquer que au repos, leurs bras ont une consistance similaire à des nouilles. Ce qui veut dire qu'ils sont flasques. D'ailleurs, si l'espèce de bouche au bout de leurs bras vous agrippe, vous allez devenir l'un des leurs dans pas très longtemps. Mais j'expliquerai le procédé de transformation plus tard. Pour finir, leurs torses sont protégés par des sortes de carapaces très difficiles à voir. Cette carapace peut d'ailleurs s'ouvrir pour vous montrer ces trucs là, Vous savez, des fois je me demande ce que je fais de ma vie, hein, mais... Bref. Les partygoers sont très intelligents. Ils tentent des pièges à leur proie, peuvent utiliser certaines machines qui peuvent être complexes, et ils savent même comment coder. Ces trucs sont au sommet de la chaîne alimentaire. Et pire, c'est que souvent ils agissent en groupe. Donc franchement, bonne chance pour survivre. Ils savent d'ailleurs nos clips, ce qui veut dire que même aller dans un autre level ne suffira pas à les semer. Et bien sûr, comme si c'était pas déjà assez, ils ont beaucoup de connaissances sur la biologie humaine. Ils adorent nous faire souffrir. Et croyez-moi, connaître notre anatomie de fond en comble, ça les aide beaucoup. D'ailleurs, il est suggéré par la page que les partygoers semblent opérer sous une sorte d'esprit de ruche, même si je suis pas sûr d'avoir tout bien compris. Dans tous les cas, un truc est sûr, ils agissent à peu près tous comme un seul et même être. Le partygoer 0, le tout premier partygoer. Les origines du partygoer 0 sont très simples. Avant de devenir ce qu'il est maintenant, c'est un humain qui vivait dans les front rooms. Étant secrètement l'incarnation de Twitter, il détestait ses parents, ainsi que son nom, les enfants et même les fêtes. Mais ce qu'il détestait le plus, c'était son travail. Il bossait en tant que concierge dans le Happy Times Aquarium. Dans cet endroit, tous les samedis, il y avait des fêtes d'anniversaire, ce qui voulait dire que l'endroit était plus bordélique que d'habitude. Et un jour, notre connard national s'est aperçu qu'un petit con s'était amusé à foutre du glaçage jaune à la crème au beurre sur l'acrylique d'un des aquariums. Ouh, cette phrase! Donc bref, notre cher connard, armé de son seau et de sa raclette, se prépara à nettoyer le tout. Sauf que, vu qu'il lui manque quelques cases, il trébucha. Mais le problème, c'est pas forcément qu'il est tombé, surtout qu'il a no-clippé et qu'il est passé à travers le glaçage. Ce qu'il a fait ensuite fusionner avec une ou deux créatures marines qui étaient dans l'aquarium. Puis comme s'il avait pas assez souffert, en arrivant dans les backrooms, il a aussi fusionné avec un phobique centipede. En français, un mille-pattes phobique. Bah les noms marchent qu'en anglais. Bref, après tout ce bordel, son corps ressemblait plus vraiment à rien. Sur le mec qu'il avait trouvé, il ressemblait à un enchevêtrement de bras, de jambes et de créatures. D'ailleurs, le mec qu'il a trouvé, parlons-en, son nom c'est, et je déconne pas, Daniel Kebab. C'est le moment où vous devez rire là. C'est Daniel Kebab. Ouais, salut! Moi c'est John Jambon! Bon, plus sérieusement, Daniel a trouvé notre connard national et au début, il pensait qu'il était mort. Sauf que pendant qu'il se préparait pour l'enterrer, notre connard s'est réveillé et lui a dit bonjour. Puis après les deux ont parlé pendant 3 jours d'affilée sans manger ni chier.
Et notre connard a bien pris le temps de crâner à propos du fait qu'il a beaucoup de connaissances sur divers sujets et qu'il est très intelligent. Par contre, avant que vous parliez des suites de cet homme, sachez que quelques jours plus tard, il a pété les deux jambes de Daniel pour le remercier de sa gentillesse. Mais bon, ça c'est pas le sujet. Avant le pétage de jambes, par contre, notre connard a commencé à muter à cause des propriétés anormales du phobic centipede. Notre cher Daniel a décidé de documenter un peu ça. Et quand je dis un peu, c'est qu'il a juste documenté la fin de la transformation. Donc quand il en parle, notre connard a déjà la peau jaune, les bras l'emploi et les jambes Minecraft. Par contre, un truc important, c'est que Partygoer 0 n'avait pas de visage au début. C'est lui-même qui se l'étaillait en utilisant les dents d'un de ses bras. À ce moment-là, il est aussi l'air de pas encore pouvoir transformer les gens en Partygoer, vu qu'il dit lui-même grosso modo qu'il va bientôt avoir assez d'anticorps pour faire ça. Et comme vous pouvez l'imaginer, ça n'a pas pris longtemps avant qu'il en ait assez. On arrive ensuite au jour où Daniel se fait péter les deux jambes. Un truc que j'ai oublié de mentionner, c'est que Daniel a une femme nommée Darla Kebab, et ce jour-là, elle a trouvé Daniel par terre. Il lui dit de courir, mais malheureusement, Partygoer 0 l'a grippé par le poignet avec un de ses bras l'emploi. Et c'est à ce moment-là que la transformation a commencé. Darla se met à trembler et à hurler. Ses bras deviennent des serpents et ses mains deviennent violettes. Puis ses doigts tombent. Ils sont très vite remplacés par une bouche avec des dents acérées. Son visage fond tandis que ses cheveux tombent au sol. Le hurlement cesse et Darla s'approche du Partygoer 0. Son corps ressemblant à celui d'un Partygoer mais sans visage. Elle se met ensuite à essayer d'arracher la peau sur l'avant de sa tête, semblant être incapable de voir ni même respirer. Et le Partygoer 0 lui taille le même smiley qu'il avait en tant que visage, lui permettant à nouveau de respirer. Après ça, les deux partirent sans dire un mot. Daniel écrit ensuite « Si je survis, je vais pourchasser ce fumier et le torturer !» avant de prendre l'annulaire de sa femme, celui avec l'alliance, et de l'embrasser. Après ça, il s'évanouit. Et là, je pense qu'il y a peut-être un truc qui doit vous titiller depuis tout à l'heure, et c'est peut-être le fait que j'ai toujours pas mentionné le vrai nom du Partygoer 0. À la place, j'utilise des petits surnoms affectifs, genre connard ou notre connard national. Mais du coup, pourquoi est-ce que j'essaye d'éviter de dire son nom en fait ? Bah, c'est parce que le Partygoer 0, c'est pas qu'un simple mec en fait. Il a aussi permis au mec de savoir beaucoup de choses sur le level 26. Et non, vous ne rêvez pas. Le Partygoer 0 est bel et bien Deacon Duncan, et sa théorie sur comment les ponts inférieurs du level 26 marchent n'est probablement pas loin de la réalité. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'il révèle les secrets du level 26 comme ça ? Eh bien c'est parce qu'il est confiant qu'il est devenu intouchable. Il le dit lui-même. Pendant le temps qu'il vous faut pour arrêter l'un d'entre vous, nous pouvons facilement créer sans autre. Il aurait raison. Sauf que intouchable, vraiment. Ceci ma transition très moche pour vous expliquer grosso modo comment fracasser un Partygoer avec classe et finesse. Déjà, vous tranchez les bras! Lorsque c'est fait, le Partygoer va péter une durite et va ouvrir la carapace sur son torse, révélant tout le cloubi-boulga qu'il y a dedans. Ensuite, vous esquivez ses attaques, vous lui foutez une grosse droite, puis après vous lui pourrez le crâne un peu. Après ça, il va tomber, il va faire un gros dodo. Puis la dernière étape, vous le mettez sur le dos, vous lâchez une grenade dans la cavité qu'il y a dans son torse, et vous le dégagez avant qu'elle explose. Bref, maintenant parlons biologie, pendant 2 secondes. Les Partygoers n'ont pas de cerveau. C'était la biologie pendant 2 secondes. Non, plus sérieusement, je vais pas vous faire chier avec des trucs de science que même moi je comprends pas, donc j'ai vite fait parler des trucs intéressants. Déjà, la transformation en Partygoer défie toute forme de science connue. Un corps qui était en milieu de transformation peut être encore animé d'une certaine façon, même s'il est plus vivant du tout. La seule façon de complètement arrêter le processus, c'est de brûler le corps. Ensuite, à l'intérieur du corps d'un Partygoer, on peut trouver les restes de son ancien corps fusionné avec des crustacés et un phobic centipede. Les organes sont toujours présents mais ne fonctionnent plus. Personne, même pas les scientifiques les plus intelligents des backrooms, ne savent comment les Partygoers arrivent à réfléchir ou même voir. Ces machins défient toutes les lois universelles, sont purement et simplement des anomalies totales. Un dernier truc, la peau d'un Partygoer est très souvent plus résistante que du Kevlar. Et là vous devez sûrement vous demander comment on fait pour lui remplir le crâne de plomb si sa peau est par balle. Putain, mais juste tire-lui dessus jusqu'à ce qu'il y ait un résultat positif, merde! Oh là là! Bref, leur peau résiste aussi au feu, à l'électricité et aux radiations, ce qui n'est pas évident pour les vaincre. Mais vous inquiétez pas, j'ai une méthode bait in payphone pour neutraliser un Partygoer pendant 5 secondes. Assez de temps pour fuir. Si un Partygoer est en train de s'approcher de vous, vous lui dites gentiment de s'arrêter. Lorsqu'il s'arrête, vous lui dites qu'il n'atteindra jamais la vérité, ce qui va le rendre confus. Et à ce moment-là, vous lui faites un truc comme ça. Non, en vrai, je sais pas comment t'es censé les buter avec le guide mentionné un peu plus tôt. Mais bon, c'est pas mon problème, hein, c'est pas moi qui écris ces trucs, hein, je lis juste. Hein. Bref, passons aux questions que vous vous posez sûrement. Déjà, comment est-ce que cette bande de troufions communique entre eux ? Bah, ils utilisent de la télépathie, même si le problème avec cette télépathie, c'est qu'elle a une courte distance. Et il faut que le Partygoer regarde celui qui est censé recevoir le message. La distance est d'ailleurs la raison de pourquoi ils sont toujours groupés et très proches l'un et l'autre. Ensuite, pourquoi est-ce qu'ils aiment tant les fêtes ?
Bah c'est parce que Deacon était le fils de deux parents riches qui sont morts dans un accident de voiture. Du coup bah il faisait des fêtes pour ses potes grâce à leur argent. Sauf que ses potes, entre grosses guillemets, bah ils ont arrêté d'être ses potes quand il avait plus d'argent. Et du coup bah vu qu'il était maintenant pauvre, bah il est devenu le concierge de l'aquarium. Et dans cet aquarium il y avait des fêtes d'anniversaire où il pouvait pas participer, donc il était jaloux. Donc maintenant il fait des fêtes comme bon lui semble avec son armée. Alors vous pouvez me corriger si j'ai tort hein, mais il n'aimait pas les fêtes il y a 10 minutes lui. Bah, je critiquerai ça plus tard, passons à la dernière question. Comment est-ce que les partygoers font des bons petits gâteaux? Bah c'est simple. Déjà ils utilisent les bouches sur leurs bras pour manger la chair de leur victime. Après ils régurgitent le tout sous forme de gâteau ou cupcake. Après ça ils passent aux organes. Puis ils les régurgitent sous forme de glaçage. Alors j'ai pas envie de savoir comment c'est, mais apparemment le goût des gâteaux et cupcakes est similaire à celui d'un gâteau de velours rouge. Même s'il est un poil plus sucré. Vous pensez que le mec qui a goûté un de ces gâteaux était un descendant du mec qui a découvert que le lait de vache était potable? Eh, c'est une bonne théorie, hein. Passons au reste de la page, car il en reste encore beaucoup. Déjà, certains nouveaux partygoers ont des ballons rouges attachés à leurs poignets. Ces ballons représentent la sentimentalité ou l'espoir. Un truc comme ça. Je comprends pas ce que c'est censé vouloir dire, mais j'imagine que le ballon représente leur humanité, grosso modo. Et lorsqu'il se détache et part, ça veut dire que le partygoer est complètement transformé. Même si c'est évidemment juste ce que j'ai compris. Ensuite, nous avons une conversation entre le partygoer 0 et un inconnu au bataillon qui est très le mystère mystérieux. Et donc, la voici, doublée par mes soins. Vous êtes menacé d'extinction. Tu m'interromps. Qui es-tu? L'école paranormale qui tient les partygoers s'affaiblit. Tu te trompes. Le génie que tu es comprendra cette énigme à temps. Enfin un truc vrai. Mais je vais mettre fin à notre papotage. Pas avant qu'il ne soit presque trop tard. Je représente des intérêts qui cherchent à faire un changement subtil dans cette chronologie. Ils veulent que votre remède magique soit instauré immédiatement. Et quelle est donc cette panacée? Elle sera accidentellement découverte par l'un des vôtres. Un partygoer va faire l'erreur de mordre un Fistling, et ce dernier se transformera en party host. Explique s'il te plaît. Créer des party hosts est votre prochaine étape vers la grandeur. Rien ne pourra mettre mon autorité en péril. Les party hosts sont immobiles. Ils ne menacent pas votre puissance. Dis-moi plus. Vous nourrirez des Fistlings vivants à vos party hosts. Les party hosts résisteront. Il faudra les motiver. Ils doivent se nourrir pour devenir des party hosts parfaits. Ça a l'air compliqué. Ça ne l'est pas. Quand les party hosts deviennent dorés, ils sont parfaits. Quand la perfection mange, la perfection pleure. Récupérez leur larme, Lucas. Lucas. Last Universal Common Ancestor. Ce ne sont pas tout à fait des larmes. Elles sont plus similaires aux épinards de Popeye. Quoi? Au revoir. Très cryptique, mais vu que la page des party hosts n'est plus disponible, j'ai pas plus d'infos. Néanmoins, j'ai une théorie qui est assez plausible. Et si les larmes Lucas avaient le potentiel de faire évoluer des partygoers temporairement? Voilà, c'est la théorie. Elle est alimentée par ce que l'inconnu dit. Surtout le fait que les party hosts sont une étape vers la grandeur, et le fait que les larmes Lucas seront similaires aux épinards de Popeye. Bref, avant qu'on arrive enfin aux choses à faire et à ne pas faire, passons rapidement au dernier truc sur la page. Déjà, t'as un scientifique qui dit que le truc qui transforme un humain en partygoer est en fait magique, même s'il utilise le terme surnaturel. Et aussi, les partygoers finissent tous leurs messages avec cet emoji, ou émoticône. Celui-là, oui. De toute façon, peu importe le terme que j'utilise, c'est la même chose, de toute façon, vous comprenez. Bref, les choses à faire. Courir, c'est votre meilleure chance de survie. Je sais que tout à l'heure je dis de leur faire bouffer leurs ancêtres, mais ça devrait pas être votre premier réflexe. Ensuite, dire à tout le monde si vous avez été mordu. Et après ça, se battre contre les partygoers jusqu'à la mort. C'est de mourir que de se transformer en étant vivant. Et enfin, les choses à ne pas faire. Hésiter. Une seule seconde d'hésitation peut vous foutre dans la merde. Abandonner. Faites tout votre possible pour survivre et éviter de vous faire mordre. Oubliez de vous amuser. Attends, quoi ? Bon bah, c'est la fin de cette section. Et j'espère franchement que les autres sujets vont être moins longs que celui-ci. Mais bon, même s'ils ne le sont pas, j'ai pas d'autre choix que de les lire de fond en comble. Et aussi, avant qu'on passe au prochain sujet, j'aimerais juste vous dire que si la vidéo vous plaît, pour l'instant, laissez un like et abonnez-vous. C'est pas souvent que je le dis en milieu de vidéo, mais croyez-moi, si vous faites ça, ça m'aide beaucoup. Et en plus, ça me permet de voir si ce genre de vidéo vous plaît. Enfin, après cet épisode, les NoClip Files vont retourner à une durée normale, mais quand même. Si vous aimez la série et que vous voulez en voir plus, liker et vous abonner me fera passer le message. Allez, vas-y, like un peu toi, le putain de ta race.
Smilers, en français les sourieurs, sont des entités très hostiles. On les trouve un peu partout dans les backrooms, mais le point positif, c'est que ces trucs quittent jamais les ténèbres. Niveau apparence, bah on sait pas grand chose d'eux en fait. Tout ce qu'on sait, c'est que les Smilers ont des grands sourires avec des yeux et des dents très blanches qui brillent dans l'obscurité. Et ils viennent pas de la grande bataille, ça se voit. Sinon, on sait pas vraiment si le visage est rattaché à leur corps, ou si le visage c'est le corps en lui-même. Mais s'il y a des rumeurs non confirmées, sûrement un peu alcoolisées, qui disent que leur corps est anormal, et qu'ils ont des bras et des jambes qui se plient à l'envers. Bref, niveau comportement, les Smilers sont, comme j'ai dit plus tôt, très agressifs. Si vous êtes devant l'un d'entre eux, il est important de rester calme, de quitter vos sources de lumière et de reculer lentement. Après, s'il y a un deuxième derrière vous, vous serez un peu dans la merde. Sauf si vous avez une bouteille de Smiler Exterminator, en français, un pulvérisateur de Smiler. Dans ce cas, vous l'utilisez sur eux, et ils feront beaucoup moins les malins. Aussi, comme j'ai pu le suggérer plus tôt, ces trucs sont attirés par la lumière. Et non, pointer vos lampes torches sur eux comme des golemons, ça va pas les faire disparaître. Et oui, les 3/4 des jeux du Backrooms vous ont menti, mais c'est pas mon problème. Quoi d'autre ah oui, apparemment ils ont un QG, la Smiling Room. Et voilà, c'est tout. Et aussi, The Lost ont documenté des entités qui surnomment The Ones That Smile. En français, ceux qui sourient. Et voilà, il n'y a pas grand chose à ajouter. Passons aux choses à faire et à ne pas faire. Déjà, les choses à faire, les regarder dans les yeux et marcher lentement. Restez silencieux. Utilisez un pulvérisateur de Smiler si possible. Éteignez toutes les sources de lumière que vous avez. Et les choses à ne pas faire, fuir en paniquant, sauf si le Smiler va vous faire le fion. Faire des bruits forts et soudains, ça leur donne envie d'attaquer. Gardez vos sources de lumière allumées. Et c'est ainsi que la section des Smilers se termine. Ouais, c'était ridiculement court. Même moi je m'attendais à plus long. Mais bon, j'en reparlerai plus tard. Ou pas. Bref, passons à la suite avec une section tout aussi courte avec... les Frowners, en français les fronceurs, je crois. Bref, les Frowners sont une variante amicale des Smilers. Ils ont été découverts dans le level point d'exclamation quand l'un d'entre eux a amené un humain dans le level Frown qui semble être leur QG. Niveau apparence, bah c'est des Smilers pas contents. Niveau comportement, ils restent la plupart du temps dans les ombres, sortant uniquement pour chasser des entités quand ils ont faim. Un truc qui est cool par contre, c'est qu'ils s'attaquent pas aux humains, même s'ils sont affamés. Par contre, si vous les attaquez, ils vont riposter. Et franchement, si vous attaquez un Frowner volontairement, vous méritez complètement ce qu'il va vous faire. A part ça, si vous croisez un Frowner qui est rassasié, bah il va juste vous fixer silencieusement. Si vous le fixez aussi, il va pas vous attaquer. Au contraire, il va juste partir. Bref, niveau alliés, ils ont les Talkers, en français les parleurs. Les espèces sont très potes et se partagent même de la nourriture. Les deux se défendent même mutuellement des Smilers. Les Talkers sont les seuls alliés connus des Frowners. Niveau ennemi, là on a plus de trucs. Déjà on a les Smilers. Pas besoin d'introduction, j'en avais parlé juste avant. Donc s'il y a un truc important à noter, c'est que les Frowners les chassent très régulièrement, soit pour les bouffer, soit pour les transformer en Frowners. Concept très original, mais passons. Ensuite, comme autre ennemi, on a les Smilerfish, en français les poissons Smilers. Encore une fois, les deux espèces font la guéguerre, même si là c'est plus difficile car certes, les Frowners sont tout en nage, mais nager, ils savent pas. Bref, comme dernier ennemi, on a les Rattlers, et eux j'en parlerai juste après. Sachez juste que, encore une fois, les deux espèces se font la guéguerre, sauf que cette fois-ci, vu que les Rattlers sont forts, les Frowners se font démonter. Pour finir, vu que cette page n'a pas de choses à faire et à ne pas faire, on a la Face War. En gros, pour vous la faire courte, certains Frowners ont, par mégarde, laissé entrer des Smilers, des Smilerfish et même des Rattlers dans le level Frown. Bien sûr, ces incidents sont séparés, mais dans tous les cas, les conséquences étaient à peu près les mêmes. Les Frowners manquent de disparaître totalement et les habitants du level Frown sont soit tués, soit ils fuient. C'est franchement pas si intéressant que ça, mais je vais pas critiquer tout de suite, faudra attendre le classement pour ça. Allez, on continue avec une section qui sera un peu moins courte j'espère. Il est temps donc de parler des... Alors, les Rattlers, je vais même pas essayer de traduire leur nom, mais en gros c'est des Smilers sous stéroïdes. Genre si vous pensez que les Smilers ils sont déjà effrayants ou forts, je vous le jure sur ma putain de vie, il y a une armée de Smilers contre un seul Rattler, et il y a de très grandes chances que le Rattler gagne. Enfin, c'est même pas une question de chance, le Rattler gagne tout simplement en fait. Vraiment, ces machins, mais ils pendent les Smilers comme du putain de linge. Bref. Niveau apparence, les Smilers mais avec la gueule ouverte et deux rangées dedans. Niveau comportement, ils sont très hostiles. Mais contrairement aux Smilers, les Rattlers sont les enfants de Satan. Déjà, vous voyez leur rangée dedans là?
Mais ils utilisent la rangée inférieure pour faire un bruit similaire à celui d'un serpent-sonnette. Ce bruit peut vous faire devenir fou, car si vous essayez de fuir, vous l'entendrez toujours au même volume, peu importe la distance. Ce qui est pas très cool quand vous paniquez, parce que ça vous donne l'impression de pas bouger tout simplement. C'est aussi très intelligent et sadique, même s'il y a évidemment des moyens pour les faire abréger vos souffrances. Comme par exemple, essayer d'attirer un smiler. Par contre, si le rattler se rend compte de ce que vous essayez de faire, il va vous bouffer. Pareil s'il sent que vous allez lui passer entre les doigts. Que vous arrivez à attirer un smiler par contre, le rattler va vous abandonner pour aller le taper. Tout simplement parce que comme les Frowners, les rattlers et les smilers sont rivaux. On a d'ailleurs les origines de leur rivalité. En gros, pour vous résumer le tout, une fois t'avais le rattler le plus faible qui pourchassait une proie, sauf qu'un smiler lui a volé le kill. Donc bien sûr le rattler il a pété un câble, il a commencé à faire son petit bruit de serpent sonnette pour que le smiler devienne taré. Ça a marché. Le smiler a donc commencé à bugger, il a aussi arrêté de sourire. Sauf que les autres smilers, ils étaient pas contents, donc ils ont buté le rattler. Et c'est donc pour ça que dès qu'un rattler voit un smiler ou vice versa, ils arrêtent ce qu'ils étaient en train de faire pour aller se taper. En dehors de ça, ils ont une façon assez particulière de vous bouffer. Enfin, je crois que c'est leur façon de vous bouffer. En tout cas, un truc qu'ils aiment faire avec les restes des corps de leur proie, c'est de les mettre dans leur bouche et de faire tourner leur rangée dedans comme une machine à laver. Ça transforme les restes en une sorte de liquide lisse. Quoi que ça veuille dire. Ça leur arrive aussi de faire ça avec des corps entiers vivants. J'ai franchement même pas envie de connaître l'association, ça doit être une expérience unique. Sinon, ils aiment bien se cacher dans les ténèbres comme les Smilers et les Frowners. Et aussi un point très positif, ils sont très rares. Donc si l'un d'entre eux vous trouve, je vous conseille de ne jamais jouer au loto ou à Genshin Impact. Ils peuvent aussi faire bugger les caméras et d'autres appareils électroniques dans ce style. Il y aura un dernier effet qui est assez nocif, si vous regardez un rattler pendant 45 secondes d'affilée, très précisément, vous allez devenir fou et pleurer incontrôlablement. Bref, passons aux choses à faire et à ne pas faire. En premier, les choses à faire, courir vers la source de lumière la plus proche dès que vous voyez un rattler. Faites de votre mieux pour rester calme, restez réveillé à tout prix. Et les choses à ne pas faire, boire de l'eau d'amande en fuyant un rattler, dormir en fuyant un rattler, utiliser une lampe torche. Et voilà, on en a fini avec les entités qui ressemblent à des Smilers, ou qui sont des Smilers. Et temps de passer à autre chose. Et j'ai pile le sujet pour un peu décompresser l'atmosphère. J'appelle à la barre... Alors déjà, comme vous pouvez le voir, la musique est pas très effrayante, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Les Dullers, en français les ternes, sont des créatures humanoïdes squelettiques avec une peau totalement grise. Ils n'ont pas de visage, pas de tétons, Pas de livret. pas de zob, pas de bourse, ils ont pas de trou de balle non plus. Ces éléments nous empêchent donc de savoir comment ils arrivent à subvenir à leurs besoins. Il y a aussi le fait qu'ils sont des grosses meuviettes qui rentrent en compte. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi cette musique en particulier. Je rigole pas, ces machins se mettent à fuir dès qu'ils vous voient, sinon c'est pire qu'un joueur de LoL quand tu lui montes du savon. Bref, malgré leur manque de charisme, ça leur arrive de vous faire des jolis coups de pute. Comme par exemple, un Duller attend derrière un mur, puis dès qu'il sent que quelqu'un est de l'autre côté, il va faire no-clipper son bras à travers le mur pour choper sa proie et l'amener de son côté pour la bouffer. Heureusement, si un Duller vous fait ça, rien n'est perdu. Il suffit juste de l'asperger d'eau d'amande, et il va vous lâcher foutre le camp. Il faut aussi noter que ces machins sont un peu comme des Enderman de Minecraft, dans le sens qu'ils vont prendre des objets aléatoires et partir avec. D'ailleurs, malgré le fait qu'ils soient aussi épais qu'un phasme, ce qui est déjà plus épais que moi de toute façon, ils ont une force et une vitesse démesurées, même s'il reste quand même des couilles molles. Ensuite, quoi d'autre? Ah oui, The Lost. Encore eux. Ils ont déjà documenté une entité qu'ils sont nommés Grasp of the Wall, en français les mains du mur, qui semblerait être un Duller, et c'est tout. Passons donc aux choses à faire et à ne pas faire. En premier, les choses à faire. Courir vers un Duller si possible, ça va le faire fuir. Se couvrir d'eau d'amande ou asperger un Duller avec. Et pour finir, les choses à ne pas faire. Perdre son eau d'amande, être de l'autre côté d'un mur qui cache un Duller. Bon voilà, c'était les Dullers, l'entité la plus peureuse des backrooms. J'ai rien de plus à ajouter à part qu'on s'approche lentement mais sûrement de l'entité bonus de la vidéo. Mais avant ça, il faut qu'on le reparle d'un vieil ami. Les Hounds, en français les chiens, sont des entités assez agressives et ressemblant à un mix entre un chien et un humain. Niveau apparence, ils ressemblent fortement à des humains, même si la différence principale entre eux et nous, c'est le fait qu'ils marchent à quatre pattes et ont des griffes. Et aussi, ils ont une très grosse bouche avec des dents pointues. Mais ça se voit pas trop vu que leur visage est couvert par leurs longs cheveux noirs. D'ailleurs, malgré leur corpulence qui a à peu près autant de matière que Océros, ils ont une force de taré quand ils attaquent. Donc essayez pas de vous bagarrer contre l'un de ces trucs en pensant qu'il est faible. Pour ce qui est du comportement, les Hounds deviennent hostiles quand ils voient un humain, ce qui est pas très jojo. Mais, il y a toujours un mais, si vous les regardez droit dans les yeux, ils seront intimidés pendant un petit moment. C'est pas beaucoup de temps en théorie, mais c'est quand même assez pour partir au courant.
Il est d'ailleurs possible d'éviter les hounds complètement. Il suffit juste de bien tendre l'oreille, et si vous entendez des grognements pas loin, faites de votre mieux pour vous cacher, car ça veut dire qu'une de ces choses est pas loin. Quoi d'autre? Ah oui, ces trucs semblent être des ovipares, vu qu'ils naissent dans des œufs. Même si je doute que ce soit eux qui gèrent la totalité du level 276. Bref, cette page est très courte, donc je vais arrêter de la rallonger pour rien. Passons à choses à faire et à ne pas faire. Numéro 1. Cosas que hacer. Regardez un hound dans les yeux s'il s'approche de vous. Se cacher si vous entendez des grognements. Numéro 2. Cosas que no debes hacer. Fuir un hound dès que vous en voyez un. Essayez de les dompter. Bon bah c'était la dernière entité de Noclip Files 2. Mais vous savez, en sujet en comptant celui qui explique les backrooms, je sais pas, je trouve que le nombre à pair c'est pas très beau. Mais je peux pas juste enlever un sujet pour en avoir dit, sinon cette vidéo serait mensongère. Il est donc temps que je vous présente l'entité bonus de cette vidéo. Le 12e sujet. Ce dernier sujet est une entité que vous attendiez sûrement depuis Noclip Files 1. Et si c'est pas le cas, c'est bien dommage parce que je vais quand même en parler. Même si je dois vous prévenir que cette section sera un tout petit peu plus différente que les autres. Sans plus attendre, il est temps d'enfin parler des... Les Frowning Husks, en français les coquilles malheureuses, sont des variantes assez spéciales des partygoers. Mais avant que je les décrive, il faut que je vous présente le protagoniste de la page du Wikidot, Monsieur Reginald. Monsieur Reginald était autrefois un humain dans les backrooms comme vous et moi, jusqu'au jour où il a été vicieusement attaqué par des partygoers. Sauf qu'au lieu de le tuer, un des partygoers l'a mordu, ce qui commença sa transformation. Sauf que, pour une raison toujours inconnue à ce jour, la transformation de Monsieur Reginald s'est interrompue, et contrairement aux autres personnes transformées, il a gardé sa conscience d'humain. Vu que son corps de partygoer bleu était très différent comparé à son corps d'humain, il devrait apprendre à marcher et à tenir des objets avec ses bouches sans les faire tomber pathétiquement. Il décrit cette période de sa vie comme l'expérience la plus agonisante qu'il ait dû subir. Et comment peut-on le blâmer? Il a jamais voulu ça. À cause de la transformation, il avait aussi perdu la capacité de parler. Il pouvait maintenant uniquement communiquer soit par télépathie, soit en écrivant. La langue des signes étant hors de portée pour lui. Surtout quand il décrit son nouveau corps est clair, il est dégoûté, il se déteste. Il a l'impression que sa peau bleue le comprime, il n'a qu'une seule envie, rejoindre sa femme et ses enfants au paradis. Même si au fil du temps, il a commencé à rencontrer d'autres personnes dans la même situation que lui. Voir des partygoers bleus incomplets qui étaient aussi confus et effrayés qu'il était au départ le fit changer d'avis. Il ne voulait plus autant mourir que ça, surtout parce que tous ensemble, ils ont fini par se souder et devenir une sorte de famille. C'était la seule chose qui empêchait certains d'entre eux de tomber dans la folie ou le désespoir. Si Reginald sautait la vie maintenant, il pourrait indirectement faire du mal à ceux qu'il aimait. Mais bon, malheureusement, même sans la tristesse, la vie d'un Frowning Husk restait difficile. Les entités hostiles voulaient les tuer, et les humains aussi, pensant qu'ils étaient le même genre de démons que les partygoers. C'est pour ça que Reginald décida de se battre, pour que les voix de ses confrères soient entendues. Ce qui l'amena à prendre contact avec le mec pour pouvoir rédiger un article dans leur base de données. Sa demande fut acceptée et durant une interview, Reginald a appris qu'il serait forcé de classer lui et ses semblables comme des entités. Au départ, il voulait classer les Frowning Husks comme un phénomène ou quelque chose de similaire, pas quelque chose d'aussi déshumanisant. Madame Molly, la femme qu'il interviewait, lui a expliqué les raisons. Un article trop personnel serait trop risqué. Après tout, si les partygoers voyaient que les Frowning Husks commençaient à être appréciés, ils pourraient très bien arrêter de se tailler une bouche pour leur ressembler et faire encore plus de victimes. Et aussi, les Frowning Husks remplissent tous les critères pour être considérés comme des entités. Reginald posa donc la question suivante. Ne sommes-nous pas des gens? Et la réponse fut froide, mais prévisible. Pas comme nous, non. Et à ce moment, Reginald cessa d'essayer de débattre. Il accepta tout simplement les termes et fut amené à l'ordinateur qui lui était assigné. Après ça, il commença à rédiger son article. Et c'est maintenant que je vais pouvoir décrire les Frowning Husks, même si avant ça, j'aimerais vous partager une phrase de Reginald qui est assez belle. Un être humain n'est pas reconnu par son extérieur, mais par ses manières, ses préférences et son cœur. Un être humain restera toujours un, tant qu'il conservera l'essence de son identité. Commençons. En termes d'apparence, les Frowning Husks ressemblent presque comme deux gouttes d'eau à des partygoers bleus,
même si la différence est qu'ils n'ont pas de bouche, juste des yeux. Certains Frowninghus sont nus, mais la plupart d'entre eux portent des vêtements qu'ils aiment pour se démarquer des autres. Ils portent aussi des masques bleus avec un émoticône triste dessus. Reginald explique qu'aucun d'entre eux porte ces masques parce qu'il les aime. Ils les portent uniquement pour narguer et même dénigrer les partygoers. Et ils ont bien raison. Pour ce qui est de leur comportement, vu qu'ils sont humains en esprit, on ne peut pas vraiment dire qu'ils sont tous passifs, neutres ou même agressifs. Même si selon Reginald, la plupart des Frowninghus essayent de se rendre utile du mieux qu'ils peuvent, faisant de leur mieux pour aider les humains et repousser les partygoers. Ils évitent aussi d'errer dans les backrooms en groupe. Certains le font car ils préfèrent souffrir seuls, mais la majorité le fait pour ne pas être confondu avec des partygoers et tués sur le champ. Il est aussi important de noter qu'aucun d'entre eux ne cherche à transformer les autres en Frowninghus. En tout cas, c'est ce que Reginald dit. La vérité c'est que vu que les Frowninghus sont humains, il est possible qu'une minorité soit méchante et essaye de tuer les humains, ou même de les transformer. Est-ce que ça veut dire pour autant que tous les Frowninghus sont des monstres sanguinaires? Absolument pas. Reginald décrit simplement depuis sa perspective. Quelque chose de compréhensible, mais qui pourrait s'avérer dangereux si un humain tombe sur la minorité méchante des Frowninghus. Pour ce qui est de la raison de pourquoi les Frowninghus existent, comme je l'ai dit plus tôt, on ne sait pas. Mais les Frowninghus spéculent que ce serait à cause d'une instabilité chez les partygoers bleus. Et même s'il est vrai que rien n'est confirmé, ça pourrait expliquer pourquoi le phobic centipede à l'intérieur des Frowninghus est sous-développé, et pourquoi ils ne sont pas connectés au partygoer 0. À cause de leur état en quelque sorte défectueux, ils sont incapables de communiquer aisément par télépathie. Donc quelque chose de presque anodin pour un partygoer, mais d'une tâche qui leur prend beaucoup de temps et d'efforts. Malheureusement, ils ne connaîtront sûrement jamais la vérité sur leur raison d'exister, même si ça ne les dérange pas plus que ça. Après tout, la plupart d'entre eux ne veulent pas forcément savoir pourquoi ils existent. Ils veulent juste pouvoir exister. Ils veulent pouvoir vivre sans avoir peur pour leur vie. Reginald le dit lui-même avec sa dernière requête. Nous demandons simplement de ne pas être attaqués. Nous ne sommes pas des entités sauvages qui menacent des êtres vivants. Nous voulons être traités avec autant de clémence qu'une personne ordinaire. C'est tout ce que nous demandons. Pas en tant qu'espèce, mais en tant que groupe de personnes qui étaient autrefois humaines. Ayez pitié de nous, même si vous pouvez avoir peur de qui nous sommes. Et c'est ainsi que l'article de Reginald se termine, même si son histoire ne s'arrête pas là. Après avoir écrit son article, Reginald soupira et s'en alla pour parler de ce qu'il avait écrit à ses confrères. Il détestait le fait qu'il avait écrit un article aussi froid et formel sur des êtres vivants qu'il voyait comme des êtres humains, comme sa famille. Ses supplications lui donnèrent l'impression qu'il n'était rien de plus qu'un chiot meurtri qui essayait d'attiser la pitié. C'était si humiliant, mais peut-être que c'était nécessaire pour que lui et les autres soient acceptés. Il arrive finalement dans le level 231, l'habitat des Frowninghus. Le level était aussi animé que d'habitude, et les rires des enfants commençaient déjà à lui remonter la morale. C'était comme si leur joie faisait disparaître tous ses problèmes. Au loin, ils pouvaient voir Nina et Jonas jouer avec Madame Emily, une Frowninghus. Les deux filles s'amusaient à grimper sur ses épaules. Ce n'était pas une tâche difficile pour Emily, vu que son double corps était assez fort et robuste pour les porter aisément, rendant ça amusant même pour elle. Il y avait aussi Matthew, qui essayait de couper les légumes en étant surveillé par Madame Cadence. Il y avait Jen, une autre Frowninghus, qui lisait un des journaux qu'elle avait trouvé avec Sarah. Pour citer les autres Frowninghus, ils s'amusaient à créer des décorations, faisant de leur mieux pour qu'elles soient si jolies que possible, même si leur nouveau corps faisait tout pour leur mettre des bâtons dans les roues. Reginald se prépara à expliquer aux chiens ce qu'il avait écrit, sauf qu'une voix retentit. C'était Alana. Elle était assise à une table en train de dessiner. Elle voulait qu'il vienne voir son dessin. Mais la chose la plus intrigante, c'était le fait qu'Alana n'était pas seule. Les autres enfants l'avaient rejointe. Emily et Jen aussi étaient avec eux. Reginald s'avança alors vers la table et s'assit sur une des chaises, ayant du mal à trouver une position confortable. Il sortit ensuite son carnet et écrivit « Que dessinez-vous » Et après une petite minute, les enfants lui montrèrent leur chef-d'œuvre. Si Reginald était toujours humain, il se serait mis à pleurer de joie. Malgré toute la cruauté que lui et les autres Frowninghus subissaient quotidiennement, ses enfants arrivaient toujours à leur rappeler son humanité et à le rendre heureux. Pour les remercier, Reginald prit tous les enfants dans ses bras. Puis en quelques minutes, presque toute l'entièreté du level s'était jointe à ce câlin général. Les enfants commencèrent à dire à Reginald à quel point il était génial, tandis qu'il faisait de son mieux pour écrire sa gratitude. Jen ne pouvait pas s'empêcher de dire à Reginald à quel point il méritait toute cette affection, parce qu'après tout, il dévouait son existence à faire entendre les voix de ses confrères. Reginald voulait presque que les trains durent pour toute l'éternité. Tout ceci lui rappelait la façon dont sa femme et ses enfants le prenaient dans ses bras quand il rentrait du travail.
Cette affection était aussi un rappel de sa mission. Il ne pouvait pas laisser les siens souffrir en silence. Il devait les aider, quel qu'en soit le prix. Il ne pouvait pas laisser ce nouveau corps le détruire mentalement. Il ne voulait pas abandonner. Ashley, Marie et ma douce Rebecca, là-haut au paradis. Je continuerai à persévérer comme vous l'aurez voulu. Pour votre bien et le leur. Et c'est avec ces pensées que l'histoire d'Original prend fin. Lui et les autres Founding Us continueront à persévérer en espérant qu'un jour, nous les verrons aussi comme des êtres humains. Eh bah, cette dernière section c'était quelque chose, pas vrai? Bon, passons à un truc un peu plus heureux. Enfin, heureux, hein, je me comprends, hein, parce que je vais peut-être un tout petit peu m'énerver dans les prochaines minutes. Mais bref, il est temps pour moi de donner une note à chaque sujet de la vidéo et de dire ce que j'aime et ce que j'aime pas à propos d'eux. N'oubliez pas, j'ai pas la science infuse et vous n'êtes pas obligé de penser comme moi aveuglément. Bref, trêve de blabla, commençons avec le level 0, le level auquel on pense tous quand on entend le nom des backrooms. Alors niveau esthétique, je lui colle un 4 sur 5, j'ai toujours beaucoup aimé la gueule de ce level, mais j'ai jamais vraiment été effrayé ou mis mal à l'aise par l'apparence. Mais je dois quand même reconnaître que l'endroit est stylé. Niveau écriture 5 sur 5, c'est pas trop long ni trop bâclé, les descriptions nous donnent une bonne idée de l'apparence du level, comment il fonctionne, et les trucs qui peuvent arriver quand on est dedans. Ensuite le lore, bah, il y en a très peu, voire même pas du tout, et c'est pas plus mal, 5 sur 5. Et pour finir, niveau entité, bah 3 sur 5. J'ai pas contre l'idée d'une isolation totale dans le level 0, j'aime même beaucoup le concept, c'est trahir un peu la creepypasta originale qui suggérait vaguement qu'il y avait peut-être quelque chose dans l'endroit avec toi. Surtout que savoir qu'on est totalement seul, bah ça enlève un peu de l'horreur à ce level, vous trouvez pas? Donc j'aurais préféré si c'était un peu plus genre ambigu, on va dire. Genre on te dit pas qu'il y a rien, mais on te dit pas qu'il y a quelque chose non plus. Là, c'est ça que je veux dire. Bref, sa note finale est un 17, ce qui a été un A-. Vraiment cool, mais il y a quelques petits défauts. On enchaîne avec le level 1, le premier level des backrooms à avoir des entités. Niveau esthétique, on a un 5 sur 5. J'ai toujours trouvé les parkings souterrains stylés, donc le fait que ce level est basé en partie sur ça, c'est vraiment cool. Ensuite, l'écriture, 4 sur 5. Qu'avec le level 0, c'est ni trop long ni trop bâclé, et les descriptions sont assez bonnes pour nous permettre de visualiser le level. Sauf qu'il y a quand même 4 points au lieu de 5. Pourquoi? Bah parce que les entités sont pas mentionnées sur la page alors qu'elles devraient l'être. Donc on peut pas savoir ce que le level contient comme truc dangereux. Je sais, on peut aller directement sur les pages des entités pour voir leurs habitats, mais vous avez vraiment envie de vous taper 311 pages juste pour voir ce que le level 1 contient. Parce que si oui, bah... vous êtes motivé. Même moi, grand passionné des backrooms, je le ferai pas perso. Bref, pour le lore, 3 sur 5. Les documents sont mystérieux, le réseau de Tom aussi, et la base du mec est assez normale. Mais le trader skip, il est ridicule. Je suis désolé si c'est vexant, mais ce truc est juste trop cartoonesque pour que je puisse y croire. T'es en train de me dire que le BNTG a réussi à créer une ville tout entière dans le level où les objets disparaissent, où les entités apparaissent quand la lumière s'éteigne et se rallume. C'est juste pas croyable pour moi, désolé. Pour finir, les entités. Bah elles sont pas mentionnées, donc 0 sur 5. Bref, mon verdict, 12 sur 20, ce qui est un C. Je dis pas que ce level est un déchet, je dis juste qu'il souffre de quelques problèmes qui lui donnent une note assez basse. Maintenant, c'est l'heure du level que vous attendez tous. Le level point d'exclamation. Et là, je vais pas lui faire de cadeau. Niveau esthétique, 2 sur 5. Vous allez sûrement me trouver dur, mais je suis désolé. Un couloir d'hôpital large et bien éclairé, ça fait pas peur. Ça fait juste pas peur. Et je sais que dans vos têtes, vous avez sûrement le level point d'exclamation originel en tête, celui qui était sombre, menaçant et un peu étroit. Mais le nouveau, c'est tout l'inverse. Il est juste affreux. Ensuite, l'écriture, 3 sur 5. Le level est très détaillé, mais à un point, ça en devenait ridicule. Dans certains endroits, ça allait, mais il y avait des fois où je devais relire des paragraphes tout entiers parce que c'était tellement détaillé que les phrases, y ressemblaient plus à rien. C'était horrible. Pour ce qui est du lore, bah, il y en a pas, donc à la place, je vais le tacler sur à quel point ce level fait jeu vidéo. Je pense que vous avez remarqué que dans la section, je devenais fou, et c'est pour ça. Pour tout vous dire, le level point d'exclamation, c'était un de mes levels préférés. Mais depuis qu'il a été réécrit, il est devenu insupportable. Et le point qui m'énerve le plus, c'est à quel point il fait jeu vidéo. Si vous voulez écrire vos propres levels, voici un conseil très important. Assurez-vous que votre level ne fait pas jeu vidéo. Parce que sinon vous vous retrouvez avec des trucs à peine croyables. Le level point d'exclamation faisait lui-même aussi un peu jeu vidéo, je parle de l'original. Mais ça crevait moins les yeux que dans la nouvelle version. Dans la version originale au moins, dès que tu nous clippais dans le level,
t'étais jeté directement dans la sueur et tu devais courir pour ta vie. Tu pouvais même pas te cacher dans des casiers ou quoi que ce soit. Tu devais juste courir jusqu'à la sortie. Mais maintenant, bah déjà quand tu le cliques dedans, t'apparais dans une sorte de lobby. T'as quelques secondes pour te préparer à sortir de la pièce. Et après tu dois courir. Après quelques temps dans la course, poursuite, bah le level devient rouge. Comme dans les jeux pour signifier que ça se corse. Puis bien sûr, si tu meurs, il n'y a aucune conséquence. Juste tu respawns dans un level au pif comme si t'avais chargé ta sauvegarde. 0 sur 5 du coup. L'ancien était meilleur. Il est tellement meilleur que le nouveau, c'est... Waouh! Pour finir, les entités. Bah en vrai ça va, c'est pas si mal. Je mets un 5 sur 5 pour être un peu gentil quand même. Et sinon voilà. Du coup, le verdict, 10 sur 20. Ce qui est un des plus. Je n'ai pas aimé lire ce level du tout. J'espère ne plus jamais devoir en reparler parce que c'est... Voilà. Mais bon, retournons à des trucs un peu plus qualitatifs. Le level 26. Niveau esthétique, 5 sur 5. J'adore le fait que tout le level se passe sur et dans un bateau de croisière. C'est un concept assez unique de ce que je sais et franchement, j'approuve. Pour ce qui est des salles de fête, bah écoutez, c'est comme l'ancien mais en mieux, vu qu'il y a un peu de variété. Donc j'aime bien. Pour ce qui est de l'écriture, 5 sur 5 aussi. C'est très détaillé, mais ça reste quand même lisible. Même sans les images, la majorité des gens pourront visualiser le level entier. Ensuite, le lore. 3 sur 5. L'espèce d'histoire où une meuf découvre le level avec sa sœur est bien écrite et très dérangeante. Mais la partie de la page qui essaie d'expliquer comment le level en lui-même marche est juste... bizarre. Genre par exemple le fait que les salles de fête dans le level sont influencées par l'esprit de ruche des partygoers. Bah en fin de compte, je sais pas si c'est une théorie, si c'est vrai. Après peut-être que je suis con, hein. Mais non, je sais pas. Un autre problème que j'ai aussi, c'est la longévité de la page. Il y a beaucoup trop de lore. Tellement que j'ai coupé certains trucs pour pas m'éterniser sur ce level. Genre par exemple, bah, justement l'histoire de la meuf. Le lore, sinon il reste intéressant. Mais il y en a quand même beaucoup trop, c'est un peu le... c'est un peu le syndrome du level 2. Puis pour finir, les entités. 5 sur 5. C'est en majorité des partygoers avec quelques carnivores rouges balloons ici et là. Donc ça colle au thème. Verdict, 18 sur 20. Ce qui est un A. C'est un très bon niveau. Mais malheureusement, il souffre de level 2 hit aigu. Passons aux entités. J'appelle à la barre l'entité 67, alias les partygoers. Niveau design, 5 sur 5. Ça va être le design le plus original que j'ai vu dans les backrooms. En plus, le fait que leurs couleurs peuvent varier est aussi très bon. Niveau écriture, bah encore un 4 sur 5. Tout comme le level 26, c'est détaillé et bien écrit, mais la raison du point en moins, c'est les incohérences. Comme le fait qu'il faut viser leur tête pour les neutraliser, alors que leur peau est par balle. Ou même encore le fait que Deacon détestait les fêtes. Sauf que non, en fait, il les aimait. Donc ouais, s'il n'y avait pas ça, ce serait 5 sur 5. Pour ce qui est du lore, 4 sur 5. Le lore de Partygoer 0 est vraiment pas mal, et l'introduction des party hosts me donne envie de voir ce que leur nouvelle page va donner, mais sinon, bah... la page en elle-même est juste beaucoup trop longue. C'est encore un cas de level 2 hit aigu, sauf qu'au moins c'est déjà moins long que le level 26. Donc c'est pour ça qu'il y a un point dessus. Pour finir, le concept. 9 sur 5. J'aime bien le concept d'un prédateur en haut de la chaîne alimentaire, mais... putain, les partygoers, c'est juste du bullshit total. Les mecs, ils sont par balles, ils résistent au feu, ils résistent aux radiations, ils résistent à l'électricité. Et pour les tuer, il te faut tout un guide à la Dark Souls. Sérieux, c'est quoi la suite? Ils résistent aux explosions nucléaires? À ce stade, c'est plus des prédateurs très forts. C'est les Shin Godzilla des backrooms. Bref, le verdict, 15 sur 20, ce qui est un B. Les partygoers sont pas mauvais, mais ils sont beaucoup trop cheatés. Ensuite, l'entité 3, alias les Smilers. Niveau design, 5 sur 5. La simplicité se suffit à elle-même, c'est juste des sourires qui brillent. Niveau écriture, 5 sur 5 aussi. C'est pas long, mais c'est quand même assez détaillé pour qu'on ait une bonne idée de leur apparence et comportement sans avoir besoin qu'on nous fasse en dessin non plus. Niveau lore, 4 sur 5. C'est très mystérieux, ce qui est bien, mais j'aime pas trop le fait que la Smiley Room soit un endroit qui existe réellement. Je préférerais que ce soit plus traité comme une légende urbaine, vu que le point fort des Smilers, c'est justement tout le mystère qui les entoure. Pour finir, le concept. 5 sur 5. J'aime beaucoup comment les Smilers sont attirés par la lumière. Logiquement, ça devrait être l'inverse vu qu'ils sont dans les ténèbres et que dans la majorité des jeux d'horreur, les monstres qui sont dans les ténèbres sont faibles face à la lumière, mais là, non. Les Smilers sont assez intelligents pour savoir que qui dit lumière, dit source. Et qui dit source, dit proie probable. Il y a aussi tout le mystère autour d'eux qui les rend bien plus stylés qu'ils ne le seraient sans. Du coup, le verdict, 19 sur 20, ce qui est un A+. Les Smilers sont des entités excellentes. Si seulement je pouvais dire la même chose de la prochaine entité.
Justement, l'entité, y a pas de chiffre, alias les Frowners. Niveau design, 3 sur 5. C'est juste une copie chinoise des Smilers mais avec la bouche à l'envers. Niveau écriture, 5 sur 5. C'est assez détaillé, c'est pas long du tout, donc j'ai bien aimé lire quand même. Niveau lore, 2 sur 5. La Face War, c'est vraiment juste la Fun War qui était arrivée dans l'ancien lore des Party Goers. Qui m'amène au dernier point pour pouvoir tout expliquer en profondeur, le concept. 0 sur 5. Et là, je vais avoir besoin de toute votre attention. Les Frowners sont littéralement juste les Party Poopers des Smilers. Et pour ceux qui savent pas qui sont les Party Poopers, c'était en gros les Frowning Husks avant qu'ils aient été réécrits. En gros, les Party Poopers à l'époque, c'était des mecs gentils qui portaient des masques bleu foncé, des sweats et capuches, des jeans et des chaussures. Et en gros, ils aidaient les humains dans les backrooms. Ils avaient d'ailleurs un peu leur propre level, le level 52. Puis un jour, ils ont fait la guerre contre les Party Goers et ils sont tous morts en une soirée. La guerre a été surnommée la Fun War. Où est-ce que je veux en venir ? Que à quelques éléments près, vous avez les Frowners. Non, parce que bon, c'est des Smilers mais gentils, et ils aident des humains dans les backrooms, et ils ont leur propre level, le level Frown, et ils ont aussi fait la guerre contre les Smilers, une guerre surnommée la Face War. Donc ouais, il y a vraiment très peu d'originalité, et ça c'est pas très cool. Le verdict est méchant, mais 10 sur 20. Le D+, qui fait mal. Mais bon, quand j'aime pas, je dis. Et au moins c'était pas aussi lisible que ce putain de level point d'exclamation. On enchaîne avec les Rattlers. Niveau design, 4 sur 5. Certes, ils sont très similaires aux Smilers, mais au moins ils ont une expression différente. Et genre c'est pas juste la bouche retournée, non, c'est un truc complètement différent quoi. Niveau écriture, 5 sur 5. C'est simple, mais efficace. Niveau lore, 5 sur 5. J'aime bien le fait qu'on ait une vraie raison qui explique pourquoi ils sont ennemis avec les Smilers. C'est pas juste « Les Smilers sont des connards !» Non, t'as toute une histoire courte qui est à la fois compréhensible et drôle. Pour ce qui est du concept, 3 sur 5. Il y a beaucoup de bonnes idées, mais l'originalité est endommagée par le fait qu'ils sont beaucoup trop inspirés par les Smilers. Il y a aussi le côté « Oh, si tu les regardes, tu vas te mettre à chialer et à chier partout sur les murs !» qui est un peu ridicule. Bon, c'est vrai que quand je le dis comme ça, c'est très ridicule. Mais au bout d'un moment, c'est bon, le machin il est pas si effrayant que ça. Il devrait pas te faire faire des mental breakdowns toutes les 5 secondes juste parce que t'as accidentellement regardé une de ses dents. Merde quoi. Bref, le verdict, 17 sur 20. El Famoso à moi. C'est une bonne note, mais ça montre quand même qu'il y a des défauts. Passons à la suite avec l'entité 6, alias les Dullers. Niveau design, 3 sur 5. C'est le truc le plus basique du monde, mais il est quand même assez drôle, donc ça va. Niveau écriture, 5 sur 5. J'en ai marre de dire encore et encore, mais franchement, simple mais efficace. Niveau lore, bah ils en ont pas, mais c'est bien comme ça. Enfin, à part si le truc de The Lost compte, mais encore ça, c'est juste un petit peu de world building, donc ça va. Donc du coup, bah 5 sur 5. Puis pour finir, le concept. 5 sur 5. Il est hilarant. Ces machins ont beau être surpuissants et sournois, ils sont quand même extrêmement trouillards. Et ça, c'est assez original. Surtout dans les backrooms où les 3/4 des entités sont des monstres super hostiles de la mort qui tue. Pour ce qui est du verdict, 18 sur 20. Ce qui est un... Ah. Ouais, désolé, c'était pas écrit dans le script. Bref, c'est une entité très originale et fun. Ensuite, nous avons l'entité 8, alias les Hounds. Niveau design, 4 sur 5. J'aime beaucoup l'entièreté du design, mais le problème pour moi c'est le fait qu'ils sont maigres. Je sais pas vous, mais selon moi, une créature baraquée et grosse sera toujours plus effrayante qu'une créature qui a un corps aussi épais que celui d'un phasme. N'empêche que le reste du design est pas mal. Niveau écriture, 5 sur 5. Vous connaissez la chanson à ce stade. Niveau lore, 5 sur 5. Il y en a très peu, et encore une fois, c'est bien comme ça. Pour finir, le concept. 4 sur 5. Le concept de fusionner un humain et un chien, c'est pas forcément l'idée la plus originale du siècle. Je veux dire, Full Metal Alchemist l'avait fait avant, mais les Hounds arrivent quand même à se démarquer. Donc ça va, ça reste un peu original. Le verdict est le suivant, 18 sur 20. Encore. Ne vous inquiétez pas, la prochaine sera beaucoup plus différente. D'ailleurs, en parlant de la prochaine, l'entité 68, alias les Frowning Husks. Niveau design, 5 sur 5. Je sais que j'ai tapé sur le Frowners tout à l'heure à cause du manque d'originalité, mais la différence ici, c'est que les Frowning Husks ont une raison de ressembler énormément aux Party Goers. En plus, ça rajoute de la tragédie. C'est pour ça qu'ils ont un 5 sur 5 au lieu d'un 3 sur 5. Ensuite, l'écriture. C'est la page des backrooms la plus belle que j'ai lue dans toute ma carrière. 5 sur 5. Pour ce qui est du lore,
5 sur 5 aussi, c'est incroyable et magnifique. Et pour finir, le concept. Au début j'allais mettre un 3 sur 5 ou un 4 sur 5 parce que je pensais que le concept c'était juste Party Goer bleu mais gentil. Sauf qu'en relisant la page pour la vidéo, je me suis rendu compte d'un truc qui m'a fait adorer ces entités encore plus. Les Frowning Husks sont une allégorie pour les gens qui ont vécu des accidents et des blessures graves qui leur ont donné un handicap. Prenons Reginald comme exemple. Le fait qu'il ait été transformé en Frowning Husk contre son gré. Le fait que ça l'a forcé à apprendre des choses qu'il savait déjà faire avant et à s'adapter à sa nouvelle forme. Le fait qu'il a dû apprendre à s'accepter comme il était maintenant. Et le fait que lui et les autres Frowning Husks veulent être vus comme des humains et pas comme des petites choses à protéger ou comme des monstres qu'il faut attaquer. Voilà quoi, ça ressemble beaucoup au vécu de certaines personnes qui ont vécu des accidents tragiques et sont maintenant handicapées à cause de ça. Bien sûr, je n'essaye pas de parler à la place des personnes réellement handicapées comme ça. Et si j'ai balancé 300 conneries à la seconde, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Comme j'ai dit au début de cette section, je n'ai pas la science infuse. Je suis juste un mec de 18 ans qui reste chez lui quasi tous les jours. Et bon voilà, c'est juste que les Frowning Husks me font penser à ça. Donc du coup, je mets un 5 sur 5 au concept. Ils ont réussi à rendre aussi un truc aussi basique que des party goers gentils en un truc qui a un message à faire passer. Et ça, franchement, j'aime. Du coup, le verdict, 20 sur 20. Le bon gros S. Et franchement, c'est mérité. Ces entités sont incroyables. Bon, le classement est terminé. Il est temps de passer à la conclusion. Let's go! C'est enfin la fin de la vidéo. Si vous êtes toujours là, merci. Sincèrement. Cette vidéo m'a pris énormément de temps et c'est vraiment très cool que vous soyez resté jusqu'à la fin. Donc, merci. Bref, j'aimerais vous rappeler que j'ai un serveur Discord. On est 7 vraies personnes sur le serve. Et c'est... Justement, le serve il est un peu mort. Mais je suis sûr que vous pouvez ramener à la vie ce serveur. Ou pas, mais s'il vous plaît, rejoignez-le, putain! En plus, sur mon serveur, vous pouvez utiliser Kakanum, et vous pouvez même parler avec le raciste et le gros. Rejoignez-le, le lien est dans la description. Aussi, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. Abonnez-vous, lâchez un like, mettez un like, abonnez-vous, mettez la cloche, abonnez-vous, lâchez un like, abonnez-vous. Comme j'ai dit après la section des party goers, ça me permet de savoir que vous aimez mon contenu et que vous voulez voir plus de vidéos de ce style. Et aussi, n'oubliez pas de laisser un commentaire si vous avez un truc à dire. Que ce soit un compliment, une critique ou une correction. Dans tous les cas, ça me fera du référencement, et ça fait plaisir. Et même vous pouvez laisser un commentaire si vous avez rien à dire. Au pire, dites juste Skibidi. Je sais pas moi, Skibidi Gang, voilà, dites ça, dans mes commentaires. Et je serai très content. D'ailleurs, avant que je me rééclipse pendant 5 années, j'aimerais vous dire un dernier truc. Nous allons bientôt entrer dans une nouvelle ère pour ma chaîne YouTube. Donc dites-moi, êtes-vous prêts pour la nouvelle génération ?